C'est un sujet qui est passionnant, c'est un sujet qui est fondamental, c'est un sujet qui à mon sens, détermine grandement l'esprit critique d'une nation, sa capacité intellectuelle à accepter la confrontation, le débat, les argumentaires. Mais je ne suis plus aujourd'hui, comment dire, dans la disposition qui consiste à dire il y a une lente et longue agonie de la liberté d'expression en France. Moi, me concernant, et je ne suis pas le seul, je dirais qu'il faut acter la mort de la liberté d'expression en France. La liberté d'expression en France, elle n'existe plus. Ou elle existe à vos risques et périls, c'est-à-dire la marginalisation, l'ostracisation, les tribunaux politiques, les tribunaux médiatiques. À mon sens, il n'y a plus de liberté d'expression en France. Et c'est sans être dans le tragique, mais en étant dans un constat qui consiste à intégrer que dès lors que certains oseront s'aventurer à un propos peut-être corrosif, peut-être transgressif, peut-être subversif, dérangeant, ou qui touche à des intérêts qui effectivement dérangent certaines institutions, certains arbitrages, et il en subira les conséquences. Voilà, c'est pas, la liberté d'expression ne se cantonne pas au sujet idéologique ou philosophique. Elle a aussi des ramifications institutionnelles, d'intérêt privé, économique. Il y a énormément de sujets. La liberté d'expression est souvent ramenée à des sujets qui sont le racisme, l'antisémitisme, le fascisme, ces luttes, on va dire, contre un antifascisme fantasmé, tout en omettant des véritables périls au sein de la nation. Alors moi j'ai abordé la liberté d'expression avec le volet islamisation, islamisation de la France. C'est-à-dire que suite à un de mes films qui était effectivement corrosif, pamphlétaire, je me suis retrouvé au tribunal et j'ai dû répondre à des magistrats qui s'étaient tout d'un coup transformés en critiques d'art, en jugeant certaines répliques, en me disant que peut-être qu'il aurait fallu mettre des sous-titres, pourtant c'était en français, mais bon, c'était de manière à expliquer à mon auditoire qu'il s'agit d'un sarcasme, que bref, je découvrais le phénomène du tribunal politique. Moi je l'ai abordé sous ce volet-là et sous le volet islamisation de la France, mais vous avez les tribunaux médiatiques, vous avez aussi les tribunaux populaires. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une population qui refuse d'être choquée, qui en permanence vous dit je suis outré, ça m'a choqué, ça m'a... Et quand vous êtes, et je sais bien que je ne suis pas le seul, un esprit français, un esprit voltairien, un esprit vif, un esprit aiguisé, aguerri, vous titillez, vous chahutez, vous bousculez. C'est au-delà du plaisir, c'est même le défi de l'esprit et de l'intellect. Encore une fois, c'est la nation de Voltaire. On est passé, moi je notais tous les anathèmes, ça me faisait mon après-midi. Alors, on a raciste, fasciste, antisémite, alors celui-là, il nous sort aussi à toutes les sauces, négrophobe, voilà, c'est nouveau, grossophobe, j'ai vu aussi. Je sais pas s'il y a une loi contre la grossophobie, mais pourquoi pas? Je veux dire, au stade où on en est, pourquoi pas? Mais il n'y a pas que des gros, il y aura aussi les maigres, et je pense que les maigres demanderont peut-être une loi en se disant, écoutez, la République reconnaît les gros, pourquoi elle ne reconnaît pas les maigres? Elle devrait reconnaître toutes les communautés, demandons une loi pour la maigrophobie. Ils seraient dans leur droit. Mais en ce qui concerne la crise sanitaire, c'est le complotisme. Ça, c'était voilà. Si vous critiquez, on va dire, les liaisons dangereuses entre certains ministres et les lobbies pharmaceutiques, ou si vous contestez les arbitrages de nos dirigeants politiques, hein, ou si tout d'un coup vous vouliez d'une certaine sympathie pour un docteur comme le docteur Raoult, hein, vous n'êtes pas loin d'être un complotiste. Et là, vous savez ce que ça veut dire.
vous êtes disqualifié. Tout un tas de qualificatifs qui permet encore une fois d'éviter tout débat, toute confrontation, tout argumentaire, et se plonger, se vautrer dans une victimisation qui, cela dit en passant, est de plus en plus véhémente, agressive et même fascisante. Il y a plusieurs phénomènes qu'on peut observer. Moi, je les ai observés à différents échelons, mais je pense que ce n'est pas que les intellectuels, c'est les artistes, c'est les syndicats récalcitrants, c'est dans toutes les classes qui constituent, on va dire, les différentes strates de la population française. Vous avez des formes de dissidence ou de résistance ou finalement de pensée dissidente. Elles se retrouvent systématiquement disqualifiées avec un anathème. Quand vous n'êtes pas nazi, vous êtes fasciste, puisque c'est pas la même chose. Pour ceux qui veulent réviser leur cours d'histoire, le fascisme mussolinien est apparu avant le Troisième Reich du Führer. Mais bon, aujourd'hui, les mots n'ont plus de sens. Il s'agit de disqualifier en traitant, en insultant, voilà, bon, je regardais le documentaire, un documentaire que j'ai pas d'ailleurs trouvé très brillant, mais bon, de là à ce qui se retrouve au tribunal, ça me pose des questions. Le documentaire Hold Up, au tribunal pour complotisme. Si ce documentaire ne vous plaît pas, c'est ce que j'avais dit à un avocat, si vous n'aimez pas mon film, ben vous en faites un meilleur. Si vous n'aimez pas le documentaire de monsieur Bernanas, ben vous en faites un meilleur. Vous ne l'amenez pas au tribunal. Mais on en est là. On en est là aujourd'hui. Donc vous avez en fait des journalistes qui sont effectivement les valets d'intérêts privés qui les rachètent à coups de milliards, qui décident qui sont les cerveaux malades et qui sont les cerveaux habilités à pouvoir s'exprimer sur un plateau télé. Tous ceux qui contestent grosso modo sur le terrain idéologique, dès que vous contestez leur vivre ensemble, qui n'est qu'un crevé tout seul, dès que vous leur évoquez effectivement, alors j'avais lu le livre qui est ici du Grand Remplacement de Renaud Camus, que j'ai interviewé. Renaud Camus s'est retrouvé au tribunal pour une blague. Je me demandais comment on peut, en fait, se retrouver au tribunal pour une blague. Comment en sommes-nous arrivés là? Parce que si on peut se retrouver au tribunal pour une blague, alors je ne sais pas quelle est notre crédibilité ou légitimité à venir donner des leçons à Erdogan en Turquie, à Poutine en Russie, aux Tchèques d'Arabie Saoudite par exemple, qui ne serrent pas la main aux femmes, pour se rendre compte que chez nous on n'est pas si blanc, on n'est pas si innocent dans la répression qui est menée par les autorités pour faire taire toute voix dissidente. Certes, vous me direz, on n'en est pas encore là. Mais à la vitesse où on va, on risque de les rejoindre très vite. Nous en sommes là. Et je pense que dans tous les intervenants que j'ai pu rencontrer, que j'ai eu la chance de rencontrer, et qui sont tous différents, avec des bords politiques différents, avec des idéologies qui sont différentes, c'est un mal qui va nous tuer en termes de capacité intellectuelle à pouvoir se défendre contre des régimes autoritaires contestés, mais qui font jouer et qui dévoient tous les principes de démocratie de manière à faire taire tous ceux qui s'opposent à la conduite et à la route qu'a emprunté ce régime. Et ça me ramène finalement à l'imposture culturelle qui aussi qui repose sur une imposture sémantique. Je me rappelle de cet avocat sur un plateau télé il y a 20 ans et j'avais pas les armes pour pouvoir répondre intellectuellement, puisqu'il était effectivement, c'est un avocat, barreau de Paris, il doit être un peu plus âgé que moi. Il s'appelle Patrick Glucksmann, ou Glucksmann, je ne sais pas très bien comment on prononce, j'ai pas envie d'écorcher son nom. Il avait dit quelque chose où personne n'a osé le confronter ou le contester. Il avait dit ouvertement, avec ce ton qu'ont parfois les magistrats ou les avocats, avec des effets de manche à enjouer un petit peu tout, il y a des mots qui tuent. Oui, monsieur, il y a des mots qui tuent. Et on
On est là, on écoute ça, on a 25, bon je vais peut-être avoir 30 ans, allez. Et je me dis, mais qui est-ce qui va se lever pour lui dire, ah bon, il y a des mots qui tuent? Bah vas-y, tue-moi pour voir. Vas-y, envoie ce que tu veux, je vais voir si ça va me tuer. Et non, personne, tout le monde est là, tout le monde applaudit, personne ne dit rien. Tout le monde laisse passer cette énormité sans rétorquer à ce charlatan des plateaux en lui disant, ah bon, bah vas-y, faisons la démonstration. Parce que là, moi j'ai un pétard, là. Si je te tire dessus, je suis sûr que je te tue. Mais toi, avec ton mot, j'ai envie de voir comment tu vas faire. Non, on n'a plus cet esprit critique, on n'a plus cette rhétorique, on n'a plus cette habileté sémantique pour pouvoir répondre à tous ces imposteurs de plateau télé qui décident qui peut dire, qui ne peut pas dire, qui peut se défendre, qui ne peut pas se défendre, qui peut attaquer, qui ne peut pas attaquer. Nous sommes en fait face à des gens qui ont décidé, à travers un habillage, un camouflage, qui sont les cerveaux malades et qui sont les cerveaux aptes à pouvoir s'exprimer. Et ça, c'est pas bon. Ça sent pas bon. C'est le bouffon Bellatar qui s'intronise philosophe intellectuel et qui demande à ce qu'on bannisse Éric Zemmour des plateaux. La confrontation doit avoir lieu. Et à chaque fois que la confrontation a lieu, elle est jubilatoire. Quand je vois que celui qui parle de cerveau malade se fait rembarrer par Éric Zemmour, ou par Michel Onfray, ou par d'autres, je comprends pourquoi celui qui s'évertue à vouloir les faire taire cherche à tout prix à les museler. Car il est en difficulté, car il va être dénudé intellectuellement, idéologiquement. Et c'est ce qui se passe. Et du coup, étant apeuré, mais étant stratège pour autant, il préfère effectivement l'anathème. C'est une manière de s'en sortir, c'est la manière des faibles, c'est la manière des roublards. Tout le monde a le droit de s'exprimer et de se défendre. Le débat est fait pour ça. Et on est arrivé aujourd'hui en France à ce que finalement, cette situation n'ait plus lieu. Alors fini hein, les plateaux du Père Choron, fini tous ces plateaux Bernard Pivot, c'est fini. Tous ces propos-là qui tout d'un coup sortaient des sentiers battus, vous imaginez aujourd'hui? Aujourd'hui vous êtes au tribunal parce que vous avez trouvé une femme grosse, par exemple. Je regardais les victoires de la musique. J'ai eu le malheur de dire, oh là là, c'est quoi cet hippopotame? Je sais pas, moi, quand quelqu'un me dit que je ressemble à un sanglier, je vais pas le mettre au tribunal, bon bah ça me fait pas plaisir. C'est comme ça, je vais pas m'effondrer. Les mots ne tuent pas. On a une capacité quand même, on a une espèce de carapace qui nous permet de vivre en société, on s'effondre pas à la première pique. Et malheureusement, on se rend compte que si. C'est que plus on se dit choqué, plus voilà, et plus on exige, on quémande, on commande. On est sous le règne de la tyrannie des minorités, la tyrannie des victimes. Et les victimes, elles sont agressives. Elles exigent, elles ordonnent. On est loin aujourd'hui des films de Bertrand Blier, on est loin des années 70 de Pasolini, on est loin de toute l'outrance et l'irrévérence française. On est dans la narrative la plus insipide, on est dans la soumission intellectuelle, on est dans le non-argumentaire. Par exemple, j'ai ce livre-là, je ne sais pas si vous le voyez, si on le voit là comme ça. Ça, c'est le livre, c'est le film qui aurait dû être fait par le CNC français. Ça, quand je lis ça, c'est un scénario de film. Et malheureusement, évidemment, c'est tellement... on voit tous se dessiner ces situations, on n'en est pas loin, on est au bord, on sent que ça va venir, on se demande quand. Pensez bien que... Ben non, ils vont nous mettre Arsène Lupin, ils vont pas nous mettre Guérilla. Arsène Lupin permet de dire que ça n'existe pas. C'est aussi ça, la vertu de la propagande. La propagande, par omission, c'est de vous calmer alors que le feu est dehors. Mais certains vous diront qu'il n'y a pas de feu, que ça n'existe pas. Je prépare des tournages et je me dis, mais est-ce que je vais pouvoir dire ça? Est-ce que je vais pouvoir... Je prépare un tournage pour dire qu'effectivement, je suis devenu un critique de service. Un critique de cinéma de service, qui fait une critique sur un noir de service, qui est devenu Omar Sy. Nous sommes devenus Dieu. Mais est-ce que tout d'un coup, si je joue un rôle, j'ai le droit de dire ça? Et voilà où nous en sommes. Pourquoi? Pour éviter de se retrouver au tribunal en train d'interpréter un rôle dont le personnage, finalement, dérogerait à ce que veut bien nous laisser entendre la narrative et la propagande d'État. Puisque bon, enfin, moi qui suis dans les films,
quand je vois l'effondrement, mais alors là, pour le coup, je crois que j'ai pas, ou l'écroulement, peut-être, l'écroulement du cinéma français, mais si vous croyez que le monde nous regarde, si vous croyez que le monde nous envie Cadmerade ou Kev Adams, je me dis, c'est que vous n'êtes pas sorti de France. Voilà. Et moi qui vis un petit peu à l'étranger, je peux vous dire qu'on regarde encore des films d'Alain Delon à l'étranger, des films de Louis de Funès, et même des films de Gabin. Voilà. Et même des films de Jean Marais, pour ceux qui connaissent Jean Marais. Mais bon, ça m'attriste hein, de le dire comme ça, parce que bon, c'est ainsi. Pour ceux qui vous voient, vous pensez qu'on peut aborder tous les sujets en France je dis, vous pouvez aborder tous les sujets, bien sûr, mais à vos risques et périls. Le président de la République a dit, il n'y a pas de délit de blasphème en France. Mais parallèlement, on lui dit, mais attendez, il n'y a peut-être pas de délit de blasphème, mais la jeune Mila, là, elle est menacée de mort, elle doit changer d'école. Son avocat nous dit qu'il lui reçoit 50 menaces d'égorgement, de viol par jour. Alors, entre ce que nous dit la jeune Mila et ce que nous dit notre président, on se dit, c'est bizarre. Alors, il y en a un ou il n'y en a pas? Bah, Mila, c'est le cas réel, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous blasphémez ou vous faites une critique exacerbée, ou même outrancière, peu importe, vis-à-vis de l'islamisation ou du prophète, etc., vous savez ce qui vous attend. Ce que vous dit Emmanuel Macron, bah, il essaye de préserver, on va dire, de ne pas perdre la face, mais là, honnêtement, il aurait tout à fait été, comment dire, plus sincère, plus authentique en disant, vous pouvez blasphémer en France, mais c'est à vos risques et périls. Hein. Parce que vu l'état du pays, c'est plus trop possible. Mais vous pensez bien qu'il ne le dira jamais. Et pourtant, on a eu Charlie Hebdo, et pourtant, voilà, tous ceux que moi j'ai rencontrés, qui, de près ou de loin, Madame Tazin, Monsieur Cassan et tant d'autres, qui n'arrêtent pas, effectivement, d'aller critiquer, d'exposer tout ce phénomène qui est l'islamisation de la France, mais ils sont en permanence au tribunal. Quand on vous dit qu'effectivement on lutte contre le séparatisme, c'est complètement faux, on ne lutte pas contre le séparatisme, puisqu'on n'a fait que alimenter et structurer l'islamisation du territoire français. Alors, c'est soit l'un, soit l'autre, hein. C'est pas les deux. Un peu comme pour la crise sanitaire. On entend dire qu'ils sont incompétents et machiavéliques. Non, non. Ils sont ou incompétents, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas ce qu'ils font, ou ils sont machiavéliques. C'est-à-dire qu'ils savent très bien ce qu'ils font, ils savent très bien où ils vont. Les deux en même temps, c'est pas possible. Il faut choisir. Donc en France, on peut être en prison pour sa pensée. Une pensée déplorable, une pensée détestable, une pensée contestable. Alors lui, c'est pour antisémitisme, parce qu'on vous dit, on ne peut pas critiquer l'islam. Ah oui, mais il n'y a pas que l'islam. Ah, c'est marrant ça, quand j'ai critiqué le chameau, parce que le titre du film s'appelait Chameau, il y en a qui étaient très contents. Mais quand j'ai critiqué Shlomo, ah là, il y en a qui n'étaient pas contents là. Et chacun protège sa sphère d'intérêt. Et je pense qu'en France, le problème, il est là. Le problème, c'est qu'on n'a pas compris que vous devez pouvoir me moquer parce que je suis d'origine arménienne. Et si ça vous fait rire de rire sur le génocide arménien, et moi ça me fait pas rire, eh ben je ris pas. Voilà, c'est mon droit de ne pas rire. Mais je n'ai pas le pouvoir de vous mettre au tribunal. Chacun a vu midi à sa porte. Les Arméniens ont défendu les Arméniens, les Juifs ont défendu les Juifs, les islamistes ont défendu les islamistes, les trans, et voilà, et la société française est complètement morcelée. Alors, je ne suis pas un apôtre du vivre ensemble, je pense que ça ne marche pas et ça ne marchera jamais, ça n'a marché nulle part d'ailleurs. Mais je me dis quand même que si on n'a pas compris que le sujet de la liberté d'expression, il est bénéfique à tout le monde, sauf à un seul corps d'État, le corps d'État qui le réprime. On n'a pas compris ça. S'il y a 4 ans, j'évoquais déjà la lente agonie de la liberté d'expression. Si aujourd'hui, j'acte la fin de la liberté d'expression, alors dans 5 ans, ce qui fera au total 10 ans, où est-ce que nous serons? Aujourd'hui, il y a des gens qui sont condamnés à de la prison pour des propos. C'est-à-dire que les crimes de mots, M-O-T-S, sont plus souvent condamnés, et fortement condamnés, en proportion que les crimes de sang. Il y a une raison à ça, il y a une raison fondamentale à ça, où tous ceux qui sont condamnés pour des crimes de mots perturbent l'ordre social.
ils bousculent à travers leurs pensées, encore une fois, contestables, parfois déplorables, parfois acceptables. Chacun y juge. Ce n'est pas au tribunal politique, de dire et de décerner quelle pensée est acceptable et quelle pensée est inacceptable. C'est des méthodes fascistes qui sont employées par des gens qui se revendiquent être antifascistes. Et ça, c'est pas être de droite ou de gauche que de le remarquer. Je pense qu'il y a les maîtres ont voulu tuer la pensée dissidente et ils ont érigé un totalitarisme, encore une fois, qui consiste à ne laisser s'exprimer que la seule pensée qui est la leur.